Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Tony Meillon, Pornic, en Bretagne. La dernière fois que la jeune Laetitia Perret est vue par des témoins, c'est le 19 janvier 2011, en fin d'après-midi. Puis elle disparaît mystérieusement. Très vite, la police s'intéresse à un certain Tony Meillon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. Pressé de questions, le suspect finit par avouer avoir renversé et tué la jeune fille. Mais dit-il, c'était un accident. Pourtant, les enquêteurs ont des doutes, car l'homme a un profil inquiétant. En sait-il plus qu'il ne veut bien le dire? Et où se trouve le corps de Laetitia? L'affaire Tony Meillon, un podcast inédit de Chronique criminelle. Tout commence dans un village paisible à 40 km de Nantes. Il est 6h du matin, ce 20 janvier 2011. Les gendarmes du GIGN se préparent à intervenir dans un hameau isolé. Leur cible, cette maison, un peu à l'écart du village. Celle d'un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux. Il s'appelle Tony Meillon. Il est soupçonné d'avoir kidnappé une jeune fille de 18 ans, Laetitia. Les gendarmes interpellent le suspect. Mais aucune trace de l'adolescente. Où est-elle? Est-elle toujours en vie? Une course contre la montre s'engage pour retrouver Laetitia, disparue 24 heures plus tôt à Pornic. Lorsqu'elle se réveille le mercredi 19 janvier 2011 dans sa maison de Pornic, Jessica Perret est inquiète. Laetitia, sa sœur jumelle, n'est pas rentrée de la nuit. La veille, elle a pris son scooter pour aller travailler dans un restaurant de la Bernerie-en-Retz. Depuis, aucune nouvelle. Jessica va sortir de la maison et à proximité immédiate de celle-ci, on est à quelques dizaines de mètres. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Retrouver le scooter légèrement accidenté de sa sœur. Donc elle a disparu et son scooter est accidenté à proximité immédiate de la maison. La famille de Jessica appelle les gendarmes. Ils découvrent bientôt son scooter renversé sur la chaussée. À première vue, il s'agit d'un accident. L'engin semble avoir glissé sur une quinzaine de mètres. Mais très vite, les enquêteurs ont un doute. Le scooter est à peine éraflé. Les feux avant et arrière ne sont même pas cassés. Le scooter est très légèrement accidenté, presque comme s'il avait été abandonné à cet endroit-là, alors qu'il avait fonctionné jusqu'à cet endroit-là. On n'a pas un scooter écrasé, détruit, pas du tout. Il est légèrement accidenté, comme si un véhicule l'avait touché un peu sur le côté, frôlé. Et puis on retrouve effectivement une chaussure, on retrouve des clés, on retrouve des éléments qui appartiennent, bien évidemment, à Laetitia. Les gendarmes sont intrigués par ces effets personnels abandonnés sur la route, d'autant qu'ils retrouvent aussi des traces suspectes sur la chaussée. On commence à voir très clairement qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Et les gendarmes sont tout de suite suspicieux. Cette première patrouille est déjà suspicieuse. Alors on sent qu'il est accidenté, en tout cas qu'il y a eu un choc avec un véhicule. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Qui ne semble pas être si violent. Il n'y a pas de traces de sang a priori autour du scooter. Il peut encore rouler. Les gendarmes contactent les hôpitaux. Aucune jeune fille correspondant au signalement de Laetitia n'a été admise. Mais alors, si elle n'a pas été blessée, où est-elle passée? Les enquêteurs abandonnent l'hypothèse de l'accident pour une autre piste, la fugue. Laetitia avait-elle une raison de s'enfuir de chez elle? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune fille. Laetitia et Jessica sont nées dans des conditions qui étaient difficiles en raison de la fragilité psychique de leur mère. Cécile de Oliveira,
avocate de la sœur de Laetitia. Et en raison d'un comportement très caractériel de leur père, les parents se sont séparés quand elles étaient bébés et elles ont été ensuite placées en urgence dans un foyer d'enfants et ont été confiées après par le juge des enfants à Gilles Patron, qui était assistant familial, famille d'accueil. Dans leur famille d'accueil, les deux sœurs semblent s'épanouir. Au bout de quelques années, Laetitia renoue avec son père biologique. Elle était un peu timide, réservée. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Un peu distante, je veux dire, elle parlait, mais un petit peu secrète. Mais elle était une belle femme, une belle fille. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa famille, bien dans son travail. Puis c'était quelqu'un qui rentrait le soir, partait travailler le matin, quelqu'un qui était respectueux des horaires. Si elle avait dû partir, elle l'aurait dit. Donc la fugue est impossible à imaginer. D'ailleurs, si Laetitia avait fugué, elle n'aurait pas abandonné ses baskets et ses papiers sur la chaussée. L'hypothèse de la fugue est à son tour écartée. Les enquêteurs s'orientent donc vers une troisième piste. On débouche très rapidement sur une conclusion par rapport à la scène que nous découvrons avec le scooter, que Laetitia a été enlevée. À 14h, on bascule en flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Le conseiller général m'a appelé ce jour-là sur mon téléphone. Puis c'est là qu'on m'a annoncé que Laetitia était kidnappée. J'ai cherché ma fille. J'ai fait toute la bernerie. J'étais voir les caravanes qui étaient cassées. Et si on trouve sa fille, dans quel état après ? Pour la famille d'accueil de Laetitia, l'hypothèse du kidnapping est un choc. D'autant que cette nuit-là, Gilles Patron a entendu du bruit, comme il le raconte dans une interview donnée à l'époque de l'enlèvement. Moi, je ne dormais pas. Puisqu'elle n'était pas rentrée, je ne dormais pas. Donc jusqu'à 1h25 du matin, j'ai pas dormi. Gilles Patron, père d'accueil de Laetitia. À 1h25, j'ai entendu les portières claquer, donc je me suis levé. J'étais sur la route en courant et j'ai pas vu Laetitia, j'ai pas vu le scooter par terre. Et le lendemain, j'ai vu le scooter. Enfin, Jessica a trouvé le scooter et c'est là que j'ai tout compris, quoi. C'était les portes qui claquaient, c'était l'enlèvement, c'était... Qui a enlevé Laetitia ? Pour le savoir, les gendarmes déploient les grands moyens. Un appel à témoins est placardé chez tous les commerçants. Des dizaines de gendarmes et de militaires fouillent les environs de la maison de Laetitia. Les étangs sont sondés par des plongeurs. Un hélicoptère survole même les bords de mer du côté de Saint-Nazaire. Mais ces recherches n'aboutissent à rien. Une question hante les enquêteurs. Laetitia est-elle toujours en vie ? Quelques heures plus tard, ils vont faire de nouvelles découvertes. Alors que les pistes suivies jusque-là sont restées vaines, les enquêteurs installent leur quartier général à la brigade de Pornic. Leur objectif, retracer le parcours de Laetitia durant les dernières 24 heures. L'objectif de ce type d'enquête, c'est de répondre à une seule question au démarrage. C'est qui a vu la personne disparue, qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'est la question à laquelle on doit répondre. Donc évidemment, on essaie de retracer la chronologie jusqu'à la disparition, bien entendu. Ce jour-là, Laetitia part travailler en fin de matinée. Elle est serveuse dans un hôtel-restaurant de la Bernerie en Ré, situé à 3 km de chez elle. Mais après son service, vers 15h, contrairement à son habitude, Laetitia ne rentre pas chez elle. Elle envoie un message à Michel Patron, sa mère d'accueil. Je reste à la Berne cet après-midi. Là, elle va, comme il se doit, envoyer un SMS à Michel Patron. Je pense que c'est très
très important de signaler ça parce que Laetitia a pris le réflexe après avoir été admonestée une première fois pour une absence qu'elle n'a pas signalée. Elle a été habituée à envoyer un SMS pour dire voilà, je reste sur la bernerie en Ré, vous inquiétez pas. La jeune fille est-elle partie se promener à la plage comme elle le fait parfois, ou a-t-elle fait des courses en ville? Les gendarmes veulent savoir. Et ce qu'ils vont découvrir va changer le cours de leur enquête. Plusieurs témoins attestent avoir vu Laetitia vers 17h30 dans un café du village. Et ils sont formels. La jeune fille n'était pas seule. Elle était en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années, au physique imposant. Un individu que personne ne connaît. Ils vont nous positionner Laetitia en compagnie d'un homme grand, 1m80, 85, cheveux longs, peignés en arrière, rasés sur les côtés, le teint assez pâle. Qui est cet homme? Les gendarmes doivent absolument le retrouver. Son témoignage peut être capital pour découvrir ce qui s'est passé cet après-midi-là. Selon les témoins, les deux jeunes gens restent environ 1 heure ensemble, à rire et à discuter. À 18h, Laetitia doit reprendre son travail. Le jeune homme la raccompagne jusqu'à l'hôtel-restaurant. Il semble de plus en plus complice. Ils vont vraisemblablement s'embrasser. À son travail qu'elle reprend à 18h à l'hôtel de la bernerie. On va les voir enlacés devant l'hôtel. Et les deux jeunes gens n'en restent pas là. Après son service à 22h, Laetitia retrouve à nouveau l'inconnu. Ensemble, ils font la tournée des bars. Il emmène Laetitia à Pornic. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Et ils vont consommer dans un bar à proximité du casino, qui est un bar un peu chic, du champagne. Où sont-ils allés ensuite? Les gendarmes perdent leurs traces. C'est alors qu'ils recueillent un nouveau témoignage capital. Le meilleur ami de Laetitia leur confie qu'à minuit, elle lui a envoyé un message et elle semblait affolée. Elle envoie d'abord un SMS à un ami en lui disant qu'il s'est passé un truc grave et qu'elle le rappellera. Et effectivement, elle le rappelle. Et à ce moment-là, elle lui dit « J'ai été violée, je ne me sens pas bien, je rentre, je ne peux pas t'en dire plus pour le moment ». Ensuite, son téléphone portable ne répondra plus jamais. Ce coup de téléphone fait craindre le pire aux gendarmes. D'autant qu'ils engrangent un autre témoignage inquiétant. Vers 1h du matin, juste après le coup de téléphone, un témoin affirme qu'il a vu Laetitia et l'inconnu en pleine dispute. Il va voir Laetitia discuter à 1h du matin avec un homme conduisant une 106 blanche mais une discussion houleuse. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Où Laetitia est mécontente, visiblement, et il y a un véritable différend qui est en train de se produire sous ses yeux. Laetitia prend son casque, prend ses gants, monte sur son scooter et part à scooter. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia. Et c'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Qui est donc l'inconnu qui a passé l'après-midi et la soirée avec Laetitia? Comment l'identifier? Les enquêteurs disposent seulement de sa description physique et de la marque de sa voiture. Alors, ils interrogent à nouveau les gens du village. Et la stratégie va s'avérer payante. Ce soir-là, un homme a vu la jeune fille en compagnie de l'individu en question et il le connaît. Il va nous donner le nom de Tony Mellon comme étant celui qui conduit la voiture blanche, qui est une 106, et qui a priori est volée. Pour les gendarmes, Tony Mellon n'est pas un inconnu. Il a même un casier judiciaire bien rempli. Viol, vol à main armée, c'est quelqu'un qui maintenant est assez chevronné, on va dire, dans son comportement délictuel, voire criminel, potentiellement armé, a priori déterminé à être violent, n'ayant pas peur des forces de l'ordre.
Tony Meillon devient immédiatement le suspect numéro 1 et les gendarmes veulent le retrouver au plus vite car ils ont une certitude. Si elle est entre ses mains, Laetitia court un grand danger. Tony Meillon est un homme dangereux. Délinquant multirécidiviste, à 31 ans, il a déjà passé le tiers de sa vie en prison. Né en 1979 à Nantes, il vient au monde dans une famille minée par les violences conjugales. Adolescent, il est placé dans ce foyer de Guérande, à 50 km de Nantes. Mais l'école ne l'intéresse pas. Il fugue à plusieurs reprises pour revenir chez lui. Doté d'un physique imposant, il se montre agressif et autoritaire avec ses camarades. Il joue les caïds et commence à revendre un peu de cannabis. Il commet aussi ses premiers larcins. Il est en foyer, il commet un premier délit, il est incarcéré la première fois vers 15-16 ans, il sort de prison, à nouveau il commet un délit, il est à nouveau incarcéré. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Il y a une gradation dans la gravité des faits qu'il va commettre. Ça commence par des vols, des violences, et puis il va s'essayer au braquage de façon parfois un peu minable ou un peu ratée. Il braquera un pistolet sur la tente d'un commerçant pour récupérer 60 €. À chaque fois, ça marche pas. Et puis en détention, on passe encore au stade supérieur. Il va être condamné pour avoir violé l'un de ses codétenus. Acte que M. Meillon a toujours contesté. Il dit effectivement, je l'ai bien tapé, je l'ai bien molesté. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Je l'ai fait dormir dans les toilettes, mais je ne l'ai jamais violé. Pour le viol de son codétenu, il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Dès sa sortie de la maison d'arrêt, le jeune homme replonge et tombe dans une spirale de violence. En août 2003, il commet 3 braquages dans le même après-midi. À la clé, un maigre butin, 175 €. Il repart en prison pour 6 ans. À sa libération, d'autres condamnations vont suivre. Vol aggravé, conduite en état d'ivresse, évasion par violence ou encore outrage à magistrat. Lors de ces procès, les experts dressent le portrait d'un homme d'intelligence normale, mais qui présente des aspects sadiques, dominé par l'impulsivité et dangereux, y compris avec les femmes. Celles qui ont partagé sa vie témoignent des violences qu'elles ont subies. Ses compagnes disent aujourd'hui qu'il leur faisait peur. C'est vrai aussi des membres de sa famille dont certains ont d'ailleurs à des moments porté plainte contre lui. Elle parle d'un homme qui peut avoir des accès de violence, mais on sent que cette violence, elle est toujours à fleur de peau et qu'elle peut exploser à n'importe quel moment. Et c'est ce qui ressort aussi des relations qu'il a pu entretenir avec les femmes qu'il a rencontrées. Laetitia se trouverait donc entre les mains d'un individu dangereux. La jeune fille a disparu depuis une dizaine d'heures. Peut-être n'est-il pas trop tard pour la retrouver. Mais en tout cas, il faut faire vite. À la gendarmerie de Pornic, tous les hommes sont sur le pied de guerre. Il faut interpeller Tony Meillon. Mais où peut-il se cacher? Les gendarmes examinent le dossier judiciaire du suspect. À l'intérieur, il retrouve ses connaissances, sa famille, ses amis. Tout son entourage est passé au crible. C'est là qu'on va découvrir le relationnel potentiel de Tony Meillon auprès des services de police et des unités de gendarmerie qui vont nous donner des noms, soit d'ex-compagnes, de codétenus, de cousins. Donc c'est là qu'on va découvrir le cousin de Tony Meillon, chez qui il a priori pourrait habiter. Les gendarmes tiennent peut-être une piste. Le cousin de Tony Meillon habite dans un hameau à une dizaine de kilomètres de Pornic. Il décide d'intervenir, mais l'opération est risquée. Donc nous sommes dans une logique d'enlèvement et de séquestration, donc d'une prise d'otage potentielle. Nous avons l'espoir toujours de retrouver Laetitia vivante. Avec un homme déterminé, potentiellement armé, on fait appel au GIGN. Le GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie. Le lendemain, à 6h du matin, les gendarmes arrivent sur place. Ils découvrent une bâtisse au milieu d'un grand terrain avec des caravanes. La maison semble habitée. Les équipes donnent l'assaut. Le véhicule est arrivé, la colonne d'assaut a débarqué et ils ont pénétré dans la maison.
Tony Mellon a pris la précaution de mettre un fusil 22 long rifle à la porte. Et il dort en fait sur le canapé qui se trouve à 5-6 mètres derrière la porte. Les chiens évidemment aboient. On estime, on imagine qu'il a été alerté et qu'il s'est précipité vers la porte. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir le barillet de la porte qui saute avec la cartouche céramique et c'est là qu'il va être blessé. Tony Meillon n'a pas eu le temps de se servir de son arme. L'interpellation est réussie. Légèrement blessé, Meillon est conduit à l'hôpital. Mais les gendarmes cherchent maintenant Laetitia. Est-elle retenue prisonnière dans la maison? Les hommes passent la propriété au peigne fin. Quand nous interpellons, on espère évidemment retrouver Laetitia vivante. On va très rapidement déchanter. Pourquoi? Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. On mène une première perquisition dans la maison d'habitation, dans le hangar attenant, évidemment dans les caravanes attenantes. Donc on ne découvre pas de traces de Laetitia vivante. Les gendarmes sont déçus, mais ils ont la conviction que c'est bien Tony Meillon qui a kidnappé la jeune femme. En garde à vue, le suspect se mure dans le silence. Dans un premier temps, Tony Mellon va rester muet. Toutes les questions qui lui seront posées par rapport à sa possible mise en cause dans la disparition de Laetitia Perret, sachant qu'on n'a pas retrouvé son corps. Donc on ne sait pas ce qu'il a pu en faire. En tous les cas, pour nous, nous avons l'intime conviction que c'est lui la dernière personne à l'avoir vue vivante. Ça, on en est certain. Meillon ne dit toujours rien, mais sur le terrain, les recherches s'intensifient. La maison, les caravanes, le hangar sont fouillés. Les gendarmes ne négligent aucun détail. Et quand ils inspectent la voiture, leurs craintes se confirment. Et à l'ouverture du coffre, on découvre du sang. Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia. Une quantité extrêmement importante de sang. Les gendarmes sont convaincus qu'il s'agit du sang de Laetitia. Un échantillon, analysé en urgence, confirme leurs soupçons. Vraisemblablement, Laetitia a été placée dans le coffre de la voiture. Vivante ou morte, on ne le sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle y a laissé une quantité de sang tellement importante que, à cet instant, tout le monde a à peu près compris qu'on ne la retrouverait pas vivante. Et les découvertes macabres ne s'arrêtent pas là. Quelques minutes plus tard, dans le jardin du suspect, cette fois, au milieu des détritus et des carcasses de voitures, les enquêteurs trouvent un foyer encore fumant. Manifestement, les cendres sont récentes. On vient de brûler des outils. Quel intérêt de brûler des outils, si ce n'est que ces outils ont servi? Et on trouve un bijou porté par celle-ci le jour de sa disparition. Donc à ce moment-là, on retrouve de l'outil de découpe avec un bijou appartenant à Laetitia au milieu d'un foyer et au milieu de cendres. Le scénario terrible qui se révélera plus tard commence à pouvoir être imaginé puisqu'on a le sang, les outils, les cendres, le bijou. L'étau se resserre autour de Tony Meillon. L'homme refuse toujours de passer aux aveux, mais les preuves sont accablantes et la presse s'empare de l'affaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Les grands titres de l'actualité ce soir. L'arrestation d'un suspect à Pornic après la disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans. Personne ne l'a revue depuis mardi soir. Elle est activement recherchée. Elle pourrait avoir été séquestrée et violée. Nous serons en direct sur place dans un instant. De nombreux journalistes se précipitent devant la maison où Tony Meillon a été arrêté. Tout le monde attend avec inquiétude le dénouement de l'histoire. La France entière s'émeut du sort de cette jeune fille de 18 ans qui a disparu depuis 2 jours et dont on n'a pas retrouvé le corps. En garde à vue depuis 24 heures, Tony Meillon n'est toujours pas passé aux aveux. Mais les gendarmes vont bientôt recueillir un nouveau témoignage qui va faire basculer l'enquête dans l'horreur. À la gendarmerie de Pornic, les enquêteurs continuent d'interroger les relations de Tony Meillon, dont un ferrailleur à qui le suspect a donné rendez-vous devant un centre commercial au lendemain de la disparition de Laetitia. Et ce témoin va leur tenir des propos glaçants.
Tony Meillon contacte Nicolas Bouvet, avec qui il est en affaires sur de la vente de ferraille. Et il doit de l'argent à Nicolas Bouvet. Donc Nicolas Bouvet, lui, il croit que potentiellement il va le rembourser. Il va lui dire, je ne peux pas te rembourser, j'ai fait une connerie. J'ai renversé un mec, il était sur son scooter, je suis descendu, il ne bougeait plus. Je l'ai chargé dans mon véhicule. Comme il a paniqué, il l'a découpé. Il a dans la voiture 2 grandes poubelles noires. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Et il dit à Nicolas Bouvet, j'ai les restes du corps d'un homme. Comment tu les feras disparaître? Et Nicolas Bouvet va donner à Tony Meillon le conseil étrange de jeter les poubelles avec les restes humains dans la Loire. Ce témoignage, effectivement, est déterminant et permet aussi d'imaginer que Tony Meillon s'est déplacé, a transporté le corps depuis le lieu de la mort de Laetitia. Pour s'en débarrasser, la question reste de savoir à ce moment-là où est le corps, où sont les éléments du corps. Les enquêteurs comprennent que le corps de Laetitia a été découpé. Ils mettent le suspect face aux déclarations de son ami. Alors, Tony Meillon craque et donne sa version des faits. Il reconnaît avoir rencontré Laetitia dans l'après-midi. Vers 16h, il accoste la jeune fille à la bernerie en Ré. Ils se promènent alors sur la plage où ils font connaissance. Tony Meillon prend même une photo de Laetitia avec son téléphone portable. Je pense que M. Meillon lui rentre dedans. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Il lui sort avec et lui a fait un bisou. Le fait qu'un garçon sensiblement plus âgé qu'elle ait pu la draguer, je pense que ça a pu être perçu dans un premier temps pour elle, qui au demeurant était timide, et qu'elle ait pu être un petit peu flattée, se laisser un petit peu entraîner dans quelque chose qu'elle ne voulait pas fondamentalement, mais qu'elle voulait bien laisser faire. Je pense que dans un premier temps, elle a pu consentir à ce petit jeu de séduction. Ils vont fumer des pétards et puis ils vont consommer 1 ou 2 traces de cocaïne. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Et ensuite, il la raccompagne à son travail. Il va vouloir lui faire un cadeau, de lui acheter une paire de gants. Tony Meillon raconte ensuite aux gendarmes avoir passé la soirée dans des bars avec Laetitia, puis lui avoir offert la paire de gants. Vers 1h du matin, la jeune fille serait repartie seule chez elle. Meillon se serait alors aperçu que Laetitia avait oublié les gants qu'il venait de lui offrir. Il se serait lancé à sa poursuite et l'aurait percuté par accident. Il va être occupé en train de fumer un joint qui va tomber dans l'habitacle, qui va faire un peu de fumée, qu'à un moment, il se baisse pour ramasser l'habitacle et qu'ils sont à un choc. Ils sont à un choc, ils s'arrêtent et ils voient qu'effectivement, il a percuté Laetitia. La voiture était volée, il était recherché, il avait de la drogue. Il s'est dit, jamais on me croira. Pris de panique, pensant qu'elle est décédée, il se dit que peut-être personne n'a rien vu et que si elle est décédée, peut-être la seule solution, c'est effectivement de faire disparaître, en tout cas, d'emmener le corps. Meillon avoue donc avoir tué Laetitia, mais par accident. Et pour éviter de se faire prendre, il aurait fait disparaître le corps. Il va nous expliquer qu'il s'est débarrassé du corps en le balançant depuis le pont de Saint-Nazaire dans la Loire. Il va nous le dire. Allez voir les caméras. Sur le pont, il y a des caméras. Donc. Colonel Fabrice Bouillet, ancien commandant de la section de recherche d'Angers. Il fait l'enquêteur. Il nous pousse à l'investigation, il nous pousse à la recherche opérationnelle aussi, puisque derrière, je vais décider d'engager des moyens hélicoptères, des moyens nautiques, pour très vite déchanter. Les gendarmes sondent la Loire aux abords du pont de Saint-Nazaire. Mais au fil des heures, ils réalisent que Tony Meillon les mène en bateau. Ils se rendent compte qu'il est quasiment impossible de s'arrêter sur ce pont très fréquenté, de jour comme de nuit. De plus, il aurait forcément été filmé par les caméras de surveillance qui jalonnent le pont. 48 heures après la disparition de Laetitia, la garde à vue du suspect se termine. Et les enquêteurs ne savent toujours pas où est le corps de la jeune fille. Meillon balade les gendarmes de mensonges en provocation. On est dans une sorte d'imaginaire
ou de délire, où il va commencer à faire intervenir d'autres forces. Il a dit « le diable m'a pris et je ne sais pas du tout ce que j'ai fait ». Il va nous indiquer dans la vie, voilà, il y a des victimes et il y a des prédateurs. Moi, je suis un prédateur. Une attitude étrange, mais Tony Meillon a une stratégie en tête. Tout cela, c'est son idée de faire croire qu'il est fou. Dès le départ, il dit je l'ai tué, je mérite la peine de mort. Voilà, pas la peine de me juger, pas la peine de faire d'enquête. Voilà, je mérite la peine de mort. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, il ne voit même pas l'intérêt de collaborer ni rien. Il dit bon, je l'ai tué, c'est fini. Mais pour le juge d'instruction, Tony Meillon est responsable de ses actes. Bien que le corps n'ait pas été retrouvé, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort et placé en détention provisoire à la prison de Nantes. Ce fait divers sordide va se transformer en affaire d'État car les gendarmes découvrent un élément qui va faire beaucoup de bruit. Le jour de la disparition de Laetitia, Tony Meillon aurait dû se trouver en prison. Libéré 1 an plus tôt avec une mise à l'épreuve, il avait un certain nombre d'obligations à remplir sous peine de repartir derrière les barreaux. Et ce qu'on lui demande, en gros, c'est de trouver du travail. Hélène Lecomte, journaliste à LCI. Et d'aller voir un médecin, obligation qu'il ne remplira pas. Tony Meillon aurait donc dû retourner en prison, mais l'administration pénitentiaire ne l'a jamais rappelé. Il est suivi par un service qui croule sous les dossiers et son dossier à ce moment-là n'est pas considéré comme un dossier prioritaire, peut-être parce qu'on n'a pas regardé le reste de son casier judiciaire, que l'information est mal passée, mais le dossier il est mis de côté un certain temps en se disant celui-là on le traitera dans 2 jours, dans 3 jours, dans 3 mois, dans 6 mois et puis finalement les dossiers s'entassent et le dossier ne sera jamais traité. Le drame est arrivé et le drame aurait pu être évité, non pas parce que Tony Meillon se serait comporté différemment. Pascal Rouillet, avocate de la famille d'accueil de Laetitia. Mais parce que Tony Meillon n'aurait pas dû être en situation de commettre ces faits-là. Vous imaginez la colère du côté des victimes à apprendre cela. Cette découverte soulève l'indignation générale. L'idée que Tony Meillon aurait dû être en prison au moment où il a massacré Laetitia révolte la France entière. Le président de la République de l'époque intervient et pointe du doigt les fautifs. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. L'affaire prend de l'ampleur. Les magistrats se mettent en grève pendant plusieurs jours, une première en France. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, la colère des magistrats qui ont appelé à une grève nationale des audiences pour protester contre les propos tenus par le chef de l'État qui les accusait de faute dans l'affaire Laetitia. L'inspection des services judiciaires est même chargée de comprendre comment Tony Meillon a pu être laissé en liberté sans la moindre surveillance. Finalement, les juges seront mis hors de cause. Loin de cette agitation médiatique, les enquêteurs continuent à chercher le corps de Laetitia. Où Tony Meillon aurait-il pu le dissimuler ? Le 1er février 2011, leurs efforts vont payer. Ils font une terrible découverte à l'étang de Lavaux-sur-Loire. On va découvrir cette nasse à 7 mètres de fond, où lestée par un parpaing, un amalgame de membres de corps, donc les bras, le bas des jambes, la tête de Laetitia, ficelée dans un grillage à poules. J'ai eu mon avocat, il me dit on a retrouvé la tête de votre fille. Franck Perret, père biologique de Laetitia. J'étais en voiture. J'ai halluciné. J'ai pété les plombs. Et l'horreur ne s'arrête pas là. 4 mois plus tard, l'autopsie du cadavre révèle des détails atroces. Les juges d'instruction font part aux proches des conclusions des médecins légistes. Pascal Rouillet, l'avocat de la famille d'accueil, n'a pas oublié ce moment resté gravé dans sa mémoire. Vous entendez les juges d'instruction, prudents, mesurés, décrire l'horreur absolue
de manœuvres de strangulation, de manœuvres de poignardage répétées, 44 coups de couteau. C'est une description atroce, inhumaine du comportement d'un homme. Tony Meillon, qui jusque-là affirmait avoir tué la jeune femme accidentellement, devra expliquer les 44 coups de couteau et l'étranglement constatés par l'autopsie. Acceptera-t-il enfin de reconnaître son crime devant la cour d'assises ? 5 mois après sa mort, les obsèques de Laetitia Perret sont célébrées à l'église de la Bernerie en Ré. Une foule immense est venue rendre hommage à la jeune fille de 18 ans. En tête du cortège, Jessica, la sœur jumelle de Laetitia. C'était très dur déjà pour elle de perdre, comment on peut dire, sa moitié comme nous. C'est la moitié de son cœur et de notre cœur. Elle était pas dégoûtée, on peut pas dire ça, mais déboussolée. C'était atroce. Pour nous, c'était le choc. Ce jour-là, toute la famille est unie dans la douleur. Mais 2 mois plus tard, une nouvelle affaire sidère l'opinion publique. Cette fois, c'est Gilles Patron, le père d'accueil, qui va se retrouver face à la justice. 2 mois après l'enterrement, il est interpellé par les gendarmes. Plusieurs jeunes filles accueillies chez lui, dont Jessica, la sœur jumelle de Laetitia, l'accusent d'agression sexuelle. Gilles Patron a prétendu que Jessica était amoureuse de lui. Cécile de Oliveira, avocate de la sœur de Laetitia. Qu'ils n'avaient commencé leur relation sexuelle qu'après la majorité de Jessica et qu'ils étaient un couple. Quand on est face à un grand pervers comme Gilles Patron, eh bien, on est face justement à quelqu'un qui a des capacités de manipulation telles que personne ne pourrait imaginer le degré d'hypocrisie et de perversité. Voilà, c'est absolument affligeant. Je pensais que M. Patron était, on peut dire, entre parenthèses, un homme bien. Et on découvre peu de temps après qu'il est quand même violeur de Jessica et d'autres. En mars 2014, Gilles Patron est condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur Jessica et 4 autres jeunes filles. Pour Laetitia, rien n'a pu être prouvé. Laetitia s'est confiée à son amie Laura pour indiquer qu'effectivement elle avait été victime de viol de la part de Gilles Patron. Mais Gilles Patron n'a pas pu être jugé pour ces faits-là. Ça restera un mystère. De son côté, Tony Meillon prépare sa défense. Il n'a toujours pas avoué. Malgré les charges accablantes qui pèsent contre lui, il promet au contraire de faire des révélations fracassantes devant le tribunal. 22 mai 2013, palais de justice de Nantes. Tony Meillon comparaît devant la cour d'assises. Il est accusé d'avoir tué et découpé Laetitia Perret 2 ans plus tôt. Pour ce crime, il risque la prison à perpétuité. Alors, il tente un coup de théâtre et il livre aux jurés un étrange scénario dans lequel apparaît un complice. Ce soir-là, dit-il, il aurait donc bien renversé Laetitia accidentellement. Pour la première fois, il reconnaît aussi lui avoir asséné des coups de couteau pour faire croire à un crime de rôdeur. Mais il affirme qu'il n'est pas l'auteur du démembrement du corps de la jeune femme. Il va tenter de le faire, il ne va pas y arriver, et c'est à ce moment-là qu'il va faire appel. Il va faire appel à un complice. Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon. Par contre, je ne peux pas dénoncer une personne qui est venue à mon aide, donc je vous indique que c'est une personne et que je vais nommer Monsieur X. Mais alors, qui est ce complice ? Aucun des jurés ne va croire à cette histoire. Ce qui devait être une révélation ressemble à un nouveau mensonge. Tony Meillon écope de la sanction maximale, la perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
Une peine alourdie par une mesure exceptionnelle, la rétention de sûreté. Autrement dit, il devra rester en prison aussi longtemps que les experts psychiatres le jugeront dangereux, même au-delà du terme de sa condamnation. Mais Tony Meillon ne renonce pas. Il fait appel. 2 ans plus tard, en octobre 2015, l'appel a lieu devant le tribunal de Rennes. 4 ans après le meurtre de Laetitia, l'affaire Meillon fascine toujours. Le public et les journalistes sont venus en masse, car Tony Meillon a promis de révéler le nom de ce monsieur X, le complice qui aurait découpé Laetitia. Pour le père de la victime, cet appel est une épreuve supplémentaire. Un manipulateur, comme je le dis et je le redis, de toute façon, ça restera un manipulateur et il joue avec le temps. Franck Perret, père biologique de Laetitia. Avec nous, en fin de compte, nous rend fous d'attendre. Ça fait 5 ans bientôt qu'on en procède ici. Au tribunal, le suspense ne va pas durer très longtemps. Tony Meillon révèle bien l'identité de monsieur X, mais cet homme, déjà entendu par la police, présente un alibi solide pour le soir du meurtre. La cour! Comme à Nantes, l'avocat général requiert la réclusion à perpétuité assortie de la mesure exceptionnelle de rétention de sûreté. Mais cette fois-ci, la cour ne le suit pas jusqu'au bout. Tony Meillon écope de la perpétuité, mais il pourra demander sa libération à la fin de sa période de sûreté. Malgré l'allègement de sa peine, Jessica Perret et les proches de Laetitia sont soulagés. Pour eux, c'est la fin d'un long calvaire judiciaire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Il y a des soirs où le vent semble retenir son souffle, où la mer, au large de Pornic, se tait comme si elle pressentait qu'un drame s'écrit quelque part sur la terre ferme. Ce soir de janvier 2011, le froid rongeait les façades, les phares clignotaient dans le brouillard et les routes de Loire-Atlantique s'étiraient, désertes, entre les champs détrempés. Sur l'une d'elles, une jeune femme de 20 ans, souriante et vive, pédalait vers chez elle. Elle s'appelait Laetitia, elle portait un blouson sombre et un sac à dos où cliquetaient les clés de son scooter. C'était une soirée banale, presque tranquille, celle d'une fille courageuse qui travaillait dans un restaurant de la côte, une fille discrète que tout le monde connaissait au bourg parce qu'elle disait toujours bonjour, parce qu'elle aidait sans qu'on le lui demande. Pourtant, à quelques kilomètres de là, un homme rôdait. Il n'avait pas de destination précise, juste une rage, une sorte de vide qu'il trimballait depuis trop longtemps. Cet homme, c'était Tony Meillon. Sa voiture, une vieille voiture sombre, au moteur rauque, tournait dans les chemins, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un, pour y déverser ce trop-plein d'ombre. On ne sait jamais vraiment quand une vie bascule, ni à quel moment exact le mal prend racine dans une âme. Mais pour lui, cela faisait longtemps que le mal avait gagné. Il venait de sortir de prison, à peine quelques jours plus tôt, et dans ses yeux se mélangeait l'amertume, la colère et ce besoin d'exister, coûte que coûte. Il disait qu'il détestait le monde, qu'il ne croyait plus à rien. Ceux qui l'avaient croisé parlaient d'un type imprévisible, capable de rire aux éclats, puis de devenir violent sans raison. Un être dérangé, consumé par ses démons. À 22 heures passées, le téléphone de Laetitia vibra dans sa poche. Un message anodin d'une amie. « Bonne nuit, à demain !» Ce fut la dernière fois que quelqu'un eut de ses nouvelles. Plus tard, son scooter fut retrouvé, couché au bord d'un fossé, le guidon tordu, le moteur encore tiède. On crut d'abord à un accident. Les gendarmes furent prévenus, les lampes torches balayèrent les fossés. Mais il n'y avait ni trace de sang, ni silhouette. Juste ce vide inquiétant, cette absence qui glace plus que la mort. Le lendemain matin, quand la sœur jumelle de Laetitia se rendit au poste, la peur était déjà une certitude. Les heures suivantes plongèrent la petite ville dans une torpeur silencieuse. Pornic, habituellement si paisible, se retrouva au cœur d'un cauchemar. Des volontaires parcouraient les champs, des hélicoptères survolèrent la région et la photo de Laetitia, ses cheveux blonds, son regard clair, s'affichait sur toutes les chaînes. Pendant ce temps,
Tony Mellon roulait sans but, changeant de route, de station-service, d'histoire. Il avait bu, il mentait à ceux qu'il croisait, s'inventant des alibis. Dans son esprit, la frontière entre mensonge et vérité s'était dissoute depuis longtemps. Il disait à un ami qu'il voulait se venger du monde entier, qu'il ne supportait plus d'être ignoré. C'était le genre d'homme que les prisons recrachent avec un goût amer, ni tout à fait fou, ni tout à fait lucide. Un produit du chaos. Les enquêteurs ne le savaient pas encore, mais la nuit du 18 janvier venait de sceller le destin de l'un et de l'autre. Les premières heures de l'enquête furent un brouillard épais. Rien ne collait, pas de témoins, pas de cris, pas de traces. Le commissaire de Nantes, un homme d'expérience, avait l'intuition que l'affaire serait sordide. Il connaissait la région, ses routes désertes, ses forêts où la brume avale les pas. Il connaissait aussi le visage de la violence, celle qui n'explose pas tout de suite, mais se prépare dans l'ombre. Et cette nuit-là, tout sentait la rage contenue. Les techniciens trouvèrent une empreinte de pneu, un fragment de plastique et la trace d'une chaussure dans la boue. Ce n'était pas grand-chose, mais assez pour comprendre qu'on n'était pas face à une simple disparition. Pendant que les médias s'emballaient, que les parents de Laetitia faisaient appel à la télévision, un nom commença à circuler dans les couloirs du commissariat. Tony Mellon, un récidiviste connu pour des violences, des menaces et des explosions de colère imprévisibles. Les gendarmes de la région le connaissaient de réputation. Ils savaient qu'il buvait, qu'il errait, qu'il était incapable de se contrôler. Son nom surgit dans les fichiers, presque comme une évidence. Dès lors, l'enquête prit une autre dimension. Le 20 janvier, au petit matin, une équipe se présenta chez lui. Une maison délabrée, perdue entre deux routes, où l'odeur d'alcool se mêlait à celle du renfermé. Tony ouvrit la porte torse nu, les yeux injectés de sang. Il essaya d'être aimable, puis agressif, puis ironique. Il nia tout, bien sûr. Il ne savait rien, il n'avait rien vu, il ne connaissait pas cette fille. Mais sur son pick-up, les experts relevèrent des fibres, et sur ses vêtements, une trace infime de sang. Ce fut suffisant pour le placer en garde à vue. Là, dans la petite salle aux murs gris, les heures s'étirèrent. Tony s'emporta, cria, se mura dans le silence, puis éclata de rire. Les policiers, eux, gardèrent leur calme. Ils avaient en vue des monstres, mais rarement une telle incohérence. Le visage de Laetitia hantait déjà la France entière. Les chaînes d'infos tournaient en boucle, les habitants de Pornic déposaient des fleurs, des bougies. Le pays tout entier semblait suspendu à ce mystère insupportable. Où était-elle? Les espoirs s'amenuisaient, mais personne n'osait dire le mot. Les enquêteurs fouillaient les bois, les rivières, les granges. Rien. Et puis, un soir, dans un coin de cellule, Tony parla. Pas un aveu clair, plutôt une phrase lâchée dans un rire nerveux. Vous ne la retrouverez jamais. Ce fut suffisant pour faire frissonner la salle d'interrogatoire. Les policiers comprirent qu'ils avaient devant eux un homme qui ne regrettait rien, ou peut-être pire, un homme qui ne comprenait même pas ce qu'il avait fait. Le lendemain, il évoqua des souvenirs confus, un accident, un geste de colère, un trou noir. Il disait qu'elle l'avait regardé d'une certaine façon, qu'il avait perdu le contrôle. Puis il se reprit, nia tout, accusa les policiers de mentir. Cette valse entre aveu et déni dura des jours, et plus il parlait, plus l'affaire prenait une dimension cauchemardesque. Car derrière ces mots désordonnés se dessinait un profil, celui d'un prédateur. Pas un tueur froid, mais un impulsif, un être dominé par ses pulsions, incapable de mesurer les conséquences. Les experts psychiatres parleront plus tard d'un narcissisme pathologique mêlé à une haine du monde. Dans le village, la peur se transforma en colère. On se demandait comment un tel homme avait pu être libre, comment la justice avait pu le laisser sortir alors qu'il portait en lui tant de violence. Les débats politiques s'enflammèrent, mais au milieu de cette tempête, une famille attendait toujours un miracle. La sœur jumelle de Laetitia, celle qui avait grandi avec elle, refusait d'abandonner. Elle racontait leurs promenades, leurs rires, leurs confidences. Son visage, dans les interviews, était celui d'une douleur muette. Pendant ce temps, Tony, enfermé dans sa cellule, oscillait entre arrogance et folie. Il écrivait des phrases incohérentes sur le mur, refusait de dormir, exigeait un autre matelas. Les gardiens disaient qu'il parlait seul la nuit, qu'il marmonnait des prénoms, qu'il riait parfois sans raison. Le monstre ne dormait pas. Et dehors, la mer de Pornic, calme et grise, continuait de battre la côte comme si de rien n'était. L'affaire n'en était qu'à ses débuts, mais déjà, elle s'imposait comme l'un des drames les plus terribles de la décennie.
car derrière le visage banal d'un délinquant se cachait un gouffre, et dans ce gouffre, une jeune femme avait disparu, engloutie par la folie d'un seul homme. La cellule de garde à vue était froide, saturée d'une odeur âcre de tabac et de sueur. Tony Mélan fixait le mur, ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard restait dur, impénétrable. Les enquêteurs, derrière la vitre sans teint, observaient chaque tressaillement de son visage. L'un d'eux, le capitaine Delaunay, un homme de peu de mots, notait tout dans un carnet, cherchant la faille, l'instant où la carapace se fissurerait. Car pour l'instant, tout ce que Mélan donnait, c'était du chaos. Des phrases décousues, des éclats de colère, des silences interminables. Il semblait à la fois perdu et terriblement conscient de l'effet qu'il produisait. « Vous aimez ça, hein ? Me regardez me juger », lança-t-il soudain, son ton oscillant entre défi et provocation. Delaunay ne répondit pas. Il se contenta de croiser les bras, de le fixer calmement. Le silence pesa lourd, jusqu'à ce que Mélan ricane. « Vous croyez que je vais parler ? Vous croyez que j'ai peur de vous ?» Mais sous ce masque d'arrogance, les policiers sentaient une autre énergie. La tension du mensonge, la fatigue du jeu. Les analyses venaient de tomber. Le sang retrouvé sur ses vêtements correspondait à celui de Laetitia. Ce n'était plus une hypothèse, c'était une certitude. Dès lors, l'interrogatoire prit une tournure plus dure. On lui présenta les résultats, les photos, les relevés téléphoniques. Chaque élément était une claque. Il tenta d'abord de nier, puis d'éluder, puis, dans un moment d'épuisement, lâcha. « Oui, je l'ai prise, mais c'était pas prévu, c'est elle qui m'a énervé. » Les mots sortirent dans un souffle, comme s'ils s'échappaient d'un gouffre. Ce fut le premier aveu, confus, insupportable, mais capital. À l'extérieur, la nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les journaux titraient sur « Le prédateur de Pornic », les chaînes de télévision s'alignaient devant le commissariat, les politiciens se succédaient au micro pour dénoncer les failles du système. Tout le monde semblait soudain avoir un avis, mais personne ne pouvait imaginer la lente descente aux enfers que Laetitia avait subie. Les enquêteurs, eux, ne cherchaient pas des discours. Ils voulaient la vérité. Ils voulaient la retrouver. Vivante, si possible. Mais à mesure que les jours passaient, l'espoir s'étiolait. Les fouilles reprirent dans un périmètre élargi. Des chiens, des plongeurs, des bénévoles. On fouillait les étangs, les fossés, les cabanes abandonnées. Rien. Pas un indice concret sur le lieu où Tony l'aurait emmené. Et lui, enfermé, jouait avec leurs nerfs. Un jour, il disait qu'il l'avait laissé près d'un pont. Le lendemain, il affirmait qu'il ne se souvenait plus. Le capitaine Delaunay se demandait s'il manipulait sciemment l'enquête ou s'il se perdait lui-même dans ses propres mensonges. Car chez Mélan, la frontière entre réalité et invention semblait brouillée, mouvante. Il inventait, improvisait, se contredisait. C'était comme parler à une ombre. Une nuit, un gardien remarqua qu'il griffonnait des mots sur le mur de sa cellule. « Elle m'a regardé comme les autres ». Cette phrase, simple et terrifiante, devint le fil rouge du dossier. Qui étaient ces autres ? Était-ce la haine accumulée d'une vie entière, le rejet qu'il croyait lire dans les yeux du monde ? L'équipe psychologique dépêchée sur place tenta de dresser un profil. Le rapport, sec et clinique, dressa un tableau d'une noirceur rare. Personnalité antisociale, frustration sexuelle, absence totale d'empathie. Un homme mu par le ressentiment, convaincu que tout lui était dû. Pendant ce temps, à Pornic, la ville vivait au rythme de l'enquête. Les habitants se reconnaissaient à voix basse, échangeaient des regards lourds. Le café du port, habituellement bruyant, était devenu un lieu de recueillement silencieux. Une affiche avec le visage de Laetitia restait collée sur la porte, un bouquet de fleurs fanées aux pieds. La mère, derrière, semblait observer le chagrin des hommes sans rien dire. Le père d'une amie de la victime confia à un journaliste « On croyait être à l'abri ici. On croyait que ces choses-là n'arrivaient qu'ailleurs. » Les enquêteurs, épuisés mais déterminés, finirent par recouper un détail. Une voiture blanche, repérée non loin du lieu où le scooter avait été retrouvé. L'immatriculation correspondait à celle d'un véhicule volé, mais le propriétaire affirma l'avoir prêté pour rendre service à un certain Tony. Ce fut le déclic. Une battue fut organisée autour de la zone signalée. Et ce fut là, au bord d'un bois, qu'ils découvrirent les premiers fragments de vérité, des vêtements partiellement brûlés et une chaîne dorée, celle que portait Laetitia le soir de sa disparition. L'air se figea, les visages se durcirent, plus personne ne parlait.
De retour au commissariat, Delaunay s'assit face à Meillon. Il posa les objets sur la table, lentement, sans un mot. Le regard de Tony changea. Pendant quelques secondes, il sembla pris de court, presque humain, puis il haussa les épaules, un rictus au coin des lèvres. « Et alors, vous croyez que c'est moi ?» murmura-t-il. Le capitaine se pencha, le regard fixé sur lui. « Non, je le sais. » Le silence qui suivit fut coupant. Tony détourna les yeux. Il savait que le jeu était fini. Mais cette vérité, les enquêteurs allaient devoir l'arracher pièce par pièce. Les confessions vinrent comme des vagues, tantôt violentes, tantôt confuses. Il parla d'un accident, d'un coup de sang, d'une panique. Il prétendit ne pas se souvenir, puis raconta des détails précis. Une route de campagne, un cri, un geste. C'était insoutenable. Chaque mot arrachait un peu plus de lumière à cette nuit du 18 janvier. Et peu à peu, le puzzle macabre prit forme. Pendant ce temps, les journalistes dressèrent le portrait d'un homme au passé chaotique. Orphelin de père, éducation violente, enfance marquée par les foyers et les fugues. La prison comme seule école, la rue comme seule loi. Ceux qui l'avaient connu parlaient d'un gamin colérique, instable, qui se sentait toujours trahi. Un professeur raconta un jour. Il n'acceptait jamais d'être contredit. Il criait, puis il pleurait, puis il partait. Ce même schéma s'était répété toute sa vie, jusqu'à devenir un engrenage fatal. La France entière découvrait, horrifiée, l'histoire d'un homme qui n'avait jamais trouvé sa place, et qui, au lieu de chercher à comprendre, avait choisi de détruire. Et dans ce chaos médiatique, certains tentaient encore de croire à un malentendu, à une erreur judiciaire. Mais les preuves s'accumulaient. Et Tony, entre deux accès de colère, finissait par lâcher des bribes de vérité. « Je l'ai pas voulu, c'est arrivé. » Cette phrase, simple et terrible, résumait tout. L'absence de contrôle, la violence impulsive, la tragédie d'un instant où tout bascule. Les policiers, pourtant aguerris, sortaient des interrogatoires épuisés, marqués. « C'est un homme vide », dira l'un d'eux. « Il parle, mais on dirait qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, comme s'il récitait une autre vie. » Et c'était peut-être ça, le plus dérangeant, cette impression qu'il se regardait agir à travers un brouillard, incapable de ressentir. Quelques jours plus tard, une découverte allait définitivement sceller son sort. Dans une zone boisée, à une vingtaine de kilomètres de Pornic, les enquêteurs trouvèrent des restes humains calcinés. Les analyses ADN ne laissèrent aucun doute. C'était elle, Laetitia. Le pays entier s'effondra dans un même silence. Les bougies, les larmes, les mots, tout paraissait vain. La colère prit la place du désespoir. Comment un homme déjà connu pour sa dangerosité avait-il pu recommencer? Pourquoi personne n'avait su l'arrêter? Dans sa cellule, Tony apprit la nouvelle sans émotion. Il demanda une cigarette puis s'allongea sur le lit. Pour lui, tout semblait terminé. Mais pour les autres, tout ne faisait que commencer. Le procès, les débats, les plaies, qu'aucune justice ne referme vraiment. Et dans les rues de Pornic, le vent reprit sa route, glissant sur les murs, emportant avec lui le souvenir d'une nuit qui ne s'effacerait jamais. Le procès. Ce mot seul semblait peser des tonnes. À Pornic, à Nantes, partout en France, on en parlait comme d'un moment attendu, redouté, presque sacré. 4 ans avaient passé depuis cette nuit où la lumière s'était éteinte pour Laetitia. 4 ans d'attente, de colère, de deuil suspendu. Quand les portes de la cour d'assises s'ouvrirent enfin, l'air sembla plus lourd. Dans les couloirs, les journalistes s'agitaient, les micros se tendaient, les caméras cherchaient un visage, une larme, un frisson. On disait que Tony Meillon serait amené sous haute surveillance, qu'il avait changé, qu'il avait pris du poids, mais que son regard, lui, n'avait pas bougé. Toujours le même, fixe, opaque, presque vide. Ce matin-là, les bancs étaient pleins. Les familles, les avocats, les curieux. La sœur jumelle de Laetitia, Jessica, s'était avancée la première, droite, calme, mais avec ce regard que seuls les endeuillés possèdent, un mélange de douceur et de fer. Elle portait un bracelet de sa sœur, une trace, un souvenir, un talisman. Quand Tony entra, menotté, escorté par 2 gendarmes, un murmure parcourut la salle. Il regarda autour de lui, sans expression, comme s'il entrait dans un théâtre dont il ne comprenait pas le texte. Le président de la cour lui demanda de décliner son identité. Tony Meillon, né à Nantes. La voix était rauque, traînante. On aurait dit qu'elle sortait d'un corps usé, fatigué de lui-même. Le président reprit, méthodique, implacable. Vous êtes poursuivi pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre sur la personne de Laetitia Perret, âgée de 20 ans.
À ces mots, Jessica serra les poings, son visage trembla légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. Tony, lui, resta immobile, fixant un point imaginaire sur le sol. Les premiers jours furent ceux des faits, des preuves, des images. On parla du scooter, du fossé, des vêtements brûlés. Les experts présentèrent les relevés ADN, les correspondances téléphoniques, les trajets reconstitués. Chaque détail, chaque mot ramenait dans la salle l'ombre de cette nuit de janvier. Mais au-delà des preuves, ce qui fascinait et glaçait à la fois, c'était la personnalité de l'accusé. Les témoins, anciens voisins, éducateurs, ex-compagnes, défilèrent à la barre. Tous racontaient la même histoire, avec des nuances différentes, celle d'un homme qui n'avait jamais su aimer ni être aimé. Il était imprévisible, disait l'un. Il pouvait être charmant le matin et violent le soir. Une autre, une femme rencontrée dans un bar, raconta qu'il pouvait rester des heures à parler de vengeance, de haine du monde, de trahison. Il disait toujours qu'un jour il se vengerait, mais on pensait que c'était des mots. Un psychiatre, chevelure grise, lunettes cerclées d'acier, vint à la barre. Son expertise était froide, chirurgicale. Tony Mélan présente un trouble grave de la personnalité. Il est dominé par une colère archaïque, une incapacité à gérer la frustration. Chez lui, la violence n'est pas une réaction, c'est un mode d'existence. La salle frissonna. Le psychiatre poursuivit. Il n'éprouve pas de remords véritable. Ce qu'il ressent, c'est la honte d'avoir été arrêté, pas la culpabilité du geste. Ces phrases, si claires, si tranchantes, laissèrent un goût métallique dans la bouche des auditeurs. À chaque pause, Tony regardait le sol, ses mains jointes, les épaules rentrées. Parfois, il levait la tête, croisait le regard d'un juré, et esquissait un sourire sans raison. Ce sourire glacé, il semblait ne pas comprendre la gravité du moment, ou pire, s'en nourrir. Son avocat, Maître Rousseau, tentait de dessiner une autre image, celle d'un homme détruit, d'un enfant perdu dans un monde qu'il ne comprenait pas. « Il n'est pas un monstre », dit-il un jour, la voix tremblante. « Il est le produit d'un abandon collectif. » Mais dans la salle, personne ne semblait prêt à l'entendre. Le 3e jour, Jessica fut appelée à témoigner. Le silence tomba d'un coup. Sa voix, douce mais ferme, résonna comme un coup de tonnerre. « Je suis venue pour ma sœur, pas pour lui. » Elle raconta Laetitia, ses rires, ses rêves, ses peurs aussi. Elle parla de cette dernière soirée, de ce message resté sans réponse. Chaque mot ramenait à la vie la jeune femme que tout le monde croyait connaître, mais que la mort avait figée dans l'absence. À la fin, Jessica fixa Tony droit dans les yeux. « Tu as pris une vie, pas seulement la sienne, tu as détruit la nôtre. » Il détourna le regard, la mâchoire crispée. On aurait pu croire à un remords, mais ses yeux restaient secs, déserts. L'audience suivante plongea dans le passé de l'accusé. On raconta son enfance. Une mère dépassée, un père violent, les foyers, les fugues, les condamnations à répétition. À 10 ans déjà, il cassait, frappait, fuguait. À 15, il menaçait. À 18, il frappait une compagne. La prison n'avait rien arrangé, au contraire. Elle avait renforcé sa haine, sa solitude, sa certitude que le monde entier lui devait quelque chose. Les psychologues dirent qu'il vivait dans un ressentiment circulaire. Tout ce qui arrivait de mal était la faute des autres. La société, la justice, les femmes, la vie. Dans un coin de la salle, un vieux gendarme, celui qui l'avait arrêté la première fois, murmurait à un collègue « Je savais qu'il finirait mal, mais pas comme ça ». La phrase, simple, résonnait comme une malédiction, car c'était là, sans doute, le cœur de cette affaire. Un enchaînement d'alertes ignorées, de signaux laissés sans réponse. Un engrenage où l'indifférence avait ouvert la porte à l'horreur. Le 4e jour, Tony prit enfin la parole. Ce fut bref, chaotique. Il parla sans regarder personne, les mots s'entrechoquant dans un flot d'amertume. « Je sais que vous me détestez tous, mais je suis pas un monstre. J'ai craqué, j'ai bu, j'étais en colère. Elle m'a regardé de travers, j'ai pas réfléchi. » Les jurés restèrent figés. Le président lui demanda s'il regrettait. « Regretter, ça sert à quoi? Elle reviendra pas. » Ce fut la phrase de trop. La salle explosa en larmes, en cris, en colère contenue. Jessica se leva, chancelante, avant qu'un huissier ne l'accompagne dehors. Le soir, les journaux titrèrent « L'indifférence glaciale du tueur de Pornic ». Sur les réseaux, les gens s'indignaient, exigeaient des peines exemplaires. Mais le lendemain, le ton du procès changea. Une femme, une éducatrice sociale, vint témoigner à la barre. Elle avait connu Tony à sa sortie de prison.
Il y avait en lui une douleur que personne n'a jamais voulu comprendre. On l'a laissé dériver. Ces mots, pourtant sincères, tombèrent dans le vide. À ce stade, plus personne ne voulait entendre parler de compassion. Pourtant, le président, lui, savait que la vérité d'un crime n'est jamais univoque. Dans ses notes, il écrivit « Pas un monstre, mais une faillite totale, celle d'un homme, d'un système, d'un monde sans repère. » Ce regard d'humanité discrète contrastait avec la fureur médiatique. Mais le verdict, lui, approchait. Le dernier jour, le procureur, voix ferme, se leva. Ce n'est pas la colère que nous jugeons, c'est le choix. Et Tony Mélan a choisi de tuer, en pleine conscience, après des années de violence et de mépris de la vie humaine. Il ne mérite pas l'indulgence. Il mérite la réclusion à perpétuité. Ces mots claquèrent dans la salle. Le silence fut total. Quand les jurés se retirèrent, l'attente dura des heures. Jessica, les yeux rouges, serrait le bracelet de sa sœur. Tony, impassible, tapotait la table du bout des doigts. Et puis, vers minuit, la décision tomba. Réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Un souffle traversa la salle, à la fois de soulagement et de tristesse. Car aucune peine, aussi lourde soit-elle, ne ramènerait Laetitia. Tony fut emmené sans un mot. À la sortie, Jessica déclara simplement « Ce n'est pas une victoire, c'est juste la fin d'un cauchemar. » Et peut-être avait-elle raison, car la justice peut juger, condamner, enfermer, mais elle ne sait pas réparer ce que la mort a brisé. Dans le ciel de Nantes, la nuit s'étendait, dense, muette. Et quelque part, au large de Pornic, les vagues continuaient de frapper la jetée, comme pour rappeler que la mer, elle, n'oublie jamais rien. La nuit était tombée sur Pornic, une de ces nuits lourdes où le vent marin semble chuchoter des secrets aux herbes hautes. Les lampadaires diffusaient une lumière trouble sur les trottoirs déserts, et les rares passants accéléraient le pas, comme si quelque chose d'indicible rôdait dans l'air. Dans la petite gendarmerie de la ville, la tension était à son comble. Les visages étaient tirés, les yeux cernés par les heures passées à fouiller les bois, les fossés, les berges. Pourtant, personne ne voulait le dire à voix haute. On sentait qu'il ne s'agissait plus d'une disparition ordinaire. L'instinct, ce sixième sens que les gendarmes acquièrent au fil des années, criait à chacun qu'il y avait, quelque part, une vérité sinistre qui les attendait. Au cœur de cette nuit, un homme travaillait en silence. Le capitaine Giraud penchait sur un plan de la région. Il traçait des cercles rouges autour des zones explorées, barrés d'un trait noir, et des flèches vers celles qu'il comptait fouiller au petit matin. Autour de lui, le murmure des téléphones, les cliquetis des claviers, le grincement d'une chaise, tout formait une musique d'attente. Un brigadier entra, un dossier à la main. « Capitaine, dit-il en baissant la voix, on a reçu la fiche complète de Meillon. Condamnations multiples, violences, séquestration, menaces. Il est sorti de prison depuis moins d'1 an. » Giraud releva la tête, un éclat froid dans le regard. « Et personne ne nous a signalé qu'un homme comme lui vivait à 10 kilomètres d'ici ?» Le brigadier haussa les épaules, gêné. Le service de probation l'avait à l'œil, paraît-il. Un silence lourd tomba sur la pièce. Le capitaine savait ce que cela voulait dire. Un monstre avait été relâché dans la nature et quelqu'un, quelque part, allait payer pour cette erreur. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, le vent soulevait les branches d'un petit bois, celui qu'on appelait la lande de la roche. C'est là qu'au petit matin, un promeneur, accompagné de son chien, allait faire une découverte que la presse qualifierait plus tard de « choc national ». Le chien aboya, tira sur sa laisse, s'enfonça dans un fossé humide, et c'est alors qu'il la vit. Une forme, dissimulée sous des branchages maladroits, une odeur forte, métallique, écœurante. L'homme appela la gendarmerie sans dire un mot, sa voix tremblait, à peine audible. Quand Giraud arriva sur les lieux, il sentit immédiatement la gravité de ce qu'il allait voir. Les techniciens étaient déjà à l'œuvre. Les lampes halogènes transformaient la clairière en scène de théâtre macabre. Il s'agenouilla près du corps, ou plutôt de ce qu'il en restait. Un tissu, un bijou, un reste de tissu blanc taché. Les légistes parlaient bas, pesant chaque mot. Il ne fallait pas conclure trop vite, mais au fond de lui, Giraud savait déjà. Il avait vu trop de scènes comme celle-ci pour douter. C'est elle, souffla-t-il. Le nom resta suspendu dans l'air comme une prière. Laetitia. À quelques kilomètres de là, dans la cellule grise du commissariat, Tony Mélan ne dormait pas. Il fixait le mur, les yeux rougis, les lèvres entr'ouvertes. Il avait cessé de parler depuis des heures. Les enquêteurs avaient tenté tour à tour la douceur, la colère, la ruse. Rien.
Il semblait enfermé dans son propre monde, comme si le silence était devenu sa seule arme. Parfois, il esquissait un sourire imperceptible, qui glaçait le sang de ceux qui l'observaient derrière la vitre sans teint. « Il aime ça », murmura une gendarmette. « Il aime nous voir tourner en rond. »« Il aime le pouvoir », répondit Giraud. « Ce genre de type se nourrit de contrôle. On va le lui reprendre. » Mais comment reprendre le contrôle à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre? Les heures s'étiraient, et dans la salle d'interrogatoire, la lumière blanche accentuait chaque ride, chaque tremblement. Giraud entra, posa une photo sur la table, celle de Laetitia, souriante, jeune, pleine de vie. Il la fit glisser lentement vers Mélon. « Regarde-la, dit-il simplement. C'est elle que tu as enlevée, c'est elle que tu as laissée là-bas, dans la boue. » Un silence. Puis un léger rire, sec, presque inaudible. « Vous croyez que je vais vous dire où est le reste ?» lança Mélon, sans lever les yeux. « Tu sais que tu n'as plus rien à faire de ta vie, » reprit Giraud, la voix ferme. « Alors, fais au moins ça. » Mais Mélon ne répondit pas. Il se leva, fit quelques pas, puis s'assit de nouveau. Son regard se perdit dans le vide. Il ne parlait plus à personne, ni à eux, ni à lui-même. Les jours suivants, l'enquête prit des proportions nationales. Les médias campaient devant la gendarmerie, les visages de Laetitia et de Mélon envahissaient les écrans. On parlait de failles du système, de récidives, d'un État qui avait laissé faire. Mais pour Giraud et son équipe, tout cela n'était que bruit de fond. Leur seul but, c'était de comprendre. Pas pour la justice, pas même pour eux, mais pour elle. Chaque détail prenait un sens, chaque trace une signification. Le portable de Mélon, les bornes téléphoniques, les déplacements de sa voiture. Une caméra de station-service captait sa silhouette, trempée, nerveuse, achetant un bidon d'essence. Un employé se souvenait de lui. Il transpirait, il tremblait, il parlait tout seul. Cette image devint le fil rouge de l'enquête. Et quand ils retrouvèrent les restes calcinés près d'un étang, les doutes s'éteignirent. Le crime n'était plus seulement une disparition, c'était un acte de destruction. Ce soir-là, Giraud rentra chez lui pour la première fois depuis des jours. Il ne dormait pas. Le visage de la jeune fille hantait son esprit. Il pensa à sa propre fille, du même âge, à ce monde qu'il devait lui laisser. Il se leva, ouvrit la fenêtre, laissa entrer l'air froid du large. Dans le lointain, on entendait le cri d'une mouette, et dans le silence de la lande, il crut entendre la voix de Laetitia, douce et légère, comme un souffle. Le lendemain, il reprit sa veste, remit sa plaque dans sa poche et retourna au bureau. Il y avait encore des choses à faire, des mots à arracher à celui qui se taisait, parce qu'il savait que le silence, parfois, est la forme la plus cruelle du pouvoir, et que pour en sortir, il faut être prêt à plonger plus profondément que le monstre lui-même. Le jour se levait à peine sur la côte, un jour pâle, froid, presque translucide. Dans la petite salle d'interrogatoire, Tony Mélon était assis, le regard fixe, les poignets liés devant lui. La lumière crue du néon au-dessus de sa tête découpait son visage en deux moitiés, une moitié humaine, calme, presque douce, et l'autre, celle de l'ombre, celle qui semblait ne rien ressentir. Devant lui, le capitaine Giraud posa lentement un dossier épais, couvert de marques rouges, de photographies, de noms. Il s'assit sans un mot, sortit une cigarette qu'il ne prit pas la peine d'allumer. Les deux hommes se regardaient, deux forces opposées, enfermées dans la même pièce, séparées par quelque chose d'invisible, la limite entre la raison et la folie. « Tu sais pourquoi on est là ?» dit Giraud, la voix basse. « Tu sais qu'on a retrouvé ton empreinte partout, dans la voiture, sur le sac, sur la corde. Tu veux encore jouer ?» Meillon leva lentement les yeux. Un sourire étira ses lèvres. Un sourire sans joie, sans chaleur. « Jouer ? Vous croyez que c'est un jeu ?» Il éclata d'un rire bref, nerveux, puis se tut aussitôt. Le capitaine se pencha vers lui. « Pour toi, tout est un jeu. La peur, la douleur, la mort. Tu as pris une vie, Tony. Tu l'as arrachée, comme on écrase une mouche. » Meillon haussa les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Des gens meurent tous les jours. C'est comme ça. » Le capitaine sentit la colère monter, mais il se força à la contenir. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une explosion, mais une faille. Il fallait fissurer cette armure glaciale, entrer dans la tête de cet homme, le pousser à se regarder. « Tu veux savoir ce que je crois, Tony ?» reprit-il. « Je crois que tu te caches derrière tes phrases toutes faites, parce que tu n'assumes rien. Tu veux qu'on ait peur de toi, qu'on te voie comme un prédateur, mais t'es juste un gamin brisé, incapable d'aimer, incapable même de comprendre ce que t'as fait. » Meillon se figea. Un éclat traversa ses yeux. «
Vous croyez me connaître? Vous ne savez rien, rien. Le capitaine resta silencieux. Il le tenait enfin, ce fil minuscule qui menait à la vérité. Derrière la violence, il y avait une blessure, une enfance tordue, des années d'humiliation, un monde qui n'avait jamais voulu de lui. Mais cela ne justifiait rien. Cela expliquait, peut-être, sans jamais excuser. L'interrogatoire se prolongea des heures durant. Par bribes, par éclats, Mélon laissait tomber des fragments de vérité. Un nom, un lieu, un geste. Chaque mot était une pièce du puzzle, chaque silence un mur à abattre. Il parlait de la nuit du drame, de la colère, de l'alcool, du refus. Il disait ne pas se souvenir, ou ne plus vouloir se souvenir. Et plus il parlait, plus Giraud sentait le gouffre se creuser. Vers la fin de la journée, le capitaine sortit du bâtiment, épuisé. Le vent du large lui gifla le visage. Il marcha jusqu'au port, regarda les vagues frapper les rochers. Le monde continuait à tourner, indifférent. Mais dans sa tête, la voix de Meillon résonnait encore. « Vous croyez me connaître, vous ne savez rien. » Et s'il disait vrai, s'il y avait encore quelque chose à comprendre, quelque chose que personne ne voyait. Pendant ce temps, dans la cellule, Mélon restait seul. Il fixait le miroir sans teint, conscient qu'on l'observait. Il aimait cette idée, être au centre, être celui qu'on regarde, qu'on redoute. Il se redressa, s'approcha du miroir et murmura, presque pour lui-même. « Vous voulez que je parle? Vous voulez la vérité? Vous n'êtes pas prêts à l'entendre. » Les jours suivants, le procès médiatique commença avant même le procès judiciaire. Les journaux titraient sur « Le monstre de Pornic », les chaînes d'information diffusaient des images de foules silencieuses, de fleurs déposées, de visages en pleurs. Mais au-delà du drame, quelque chose de plus profond traversait la France, la peur. La peur de ce qu'un être humain pouvait devenir quand plus rien ne le retenait. Giraud fut convoqué à Paris pour expliquer les failles, les manques, les défaillances. Dans une salle pleine de fonctionnaires et de politiques, il raconta la chronologie des faits. Sa voix restait posée, mais chaque mot pesait lourd. À la fin, un silence s'installa. Un ministre demanda « Selon vous, capitaine, comment un homme comme ça a pu passer entre les mailles ?» Giraud regarda autour de lui, lentement. « Parce qu'on ne veut pas voir, » répondit-il simplement. « Parce qu'on croit que les monstres n'existent que dans les films. » Le soir, il revint à Pornic. Il passa devant le cimetière où Laetitia reposait désormais. Sur la pierre, des fleurs fraîches, des mots écrits à la main. « Pour toi, petite étoile. » Il s'agenouilla, resta là un long moment sans rien dire. Puis il murmura « On a attrapé le coupable, mais pas la vérité. » La vérité, elle, vivait encore quelque part entre les murs de la prison où Mélon allait bientôt être transféré. Une vérité faite de colère, de regret et d'un silence qu'aucune condamnation ne pourrait briser. Dans la dernière cellule avant le couloir central, Tony Mélon regardait la lumière du matin filtrer à travers les barreaux. Il souriait, pas un sourire de remords, mais un sourire d'orgueil. Il avait pris une vie et en retour, il avait pris un morceau du monde avec lui. Le monstre et le miroir, à présent, ne faisaient qu'un. Et dehors, à Pornic, la mer continuait à battre contre les rochers, comme un cœur obstiné refusant de se taire. Le palais de justice de Nantes se dressait ce matin-là sous un ciel bas, traversé de nuages gris. Une bruine fine tombait sur les marches, effaçant peu à peu les traces des journalistes et des caméras qui s'y pressaient. Dans la salle d'audience, un silence de plomb régnait. Le public retenait son souffle, comme si le simple fait de respirer risquait de troubler l'équilibre fragile de ce moment. À la barre, Tony Mélon, vêtu d'un blouson sombre, les cheveux courts, le visage impassible. À ses côtés, son avocat, un homme à la voix calme, presque douce, mais dont les yeux trahissaient une tension extrême. Il savait qu'il allait défendre l'indéfendable. Dans le box, Mélon observait la salle comme un spectateur détaché. Ses yeux glissaient sur les visages, sur les journalistes, sur les familles. Il s'attarda un instant sur celui de la sœur de Laetitia, Clotilde. Elle tenait entre ses mains une photo de sa sœur, les doigts serrés, les lèvres tremblantes. Le regard qu'elle lança à Mélon n'était pas celui de la haine, mais quelque chose de plus profond. L'incompréhension. Comment un être humain pouvait-il faire cela à un autre? Le président du tribunal entra, suivi des assesseurs. Le murmure s'éteignit. On annonça la cause. L'affaire Tony Mélon contre le peuple français. Les mots résonnèrent dans la salle comme une gifle. L'enjeu dépassait l'homme jugé. C'était un procès contre la peur,
contre l'échec des institutions, contre la violence nue. Le procureur prit la parole en premier. Sa voix, ferme, tranchait l'air comme une lame. Il retraça les faits, la chronologie, les preuves, la cruauté méthodique du crime. Il évoqua la jeunesse de la victime, sa gentillesse, son avenir brisé. Puis il parla de l'accusé, de son passé, de ses condamnations, de sa sortie de prison, de ce système qui n'avait pas su anticiper la récidive. « Ce n'est pas seulement un homme que nous jugeons aujourd'hui, dit-il, c'est une faille dans la société, dans la chaîne de la justice, dans notre regard sur la violence. » Pendant qu'il parlait, Meillon restait immobile, les bras croisés. À certains moments, il esquissait un rictus. À d'autres, il baissait la tête, comme s'il s'ennuyait. Giraud, présent au fond de la salle, observait chaque réaction, chaque tic nerveux, chaque respiration. Il savait que derrière ce masque, il y avait une tempête. Mais il savait aussi que cette tempête, personne n'y aurait jamais accès. Quand vint le tour de la défense, l'avocat se leva lentement. « Monsieur le Président, commença-t-il, je ne suis pas ici pour justifier l'injustifiable. Mon client est coupable, il le sait, nous le savons tous. Mais je suis ici pour rappeler que le monstre qu'on a voulu faire de lui est né dans l'indifférence, né dans un système qui fabrique des bombes à retardement et détourne le regard jusqu'à l'explosion. » Il parla de l'enfance de Mélon, de la violence subie, du rejet, des années passées derrière les murs. Il parla d'un garçon sans repère, sans amour, sans horizon. « Ce n'est pas pour l'excuser, conclut-il, c'est pour comprendre, car sans compréhension, il n'y aura jamais de justice. » Un silence s'abattit. Certains dans la salle baissèrent les yeux, d'autres serrèrent les poings. Giraud, lui, resta droit, le regard fixé sur Mélon. Il savait que ce discours, aussi juste soit-il, ne changerait rien. Il y avait dans cet homme quelque chose d'irrémédiable, une cassure qu'aucun mot ne pouvait recoller. Quand le président demanda à l'accusé s'il avait quelque chose à dire, Mélon se leva lentement. « Vous voulez tous que je parle, hein? Vous voulez des excuses, des larmes, des regrets ?» Il marqua une pause, regarda la salle d'un air défait. « Eh bien non, j'en ai pas. J'ai fait ce que j'ai fait, et si c'était à refaire ?» Il sourit, un sourire qui fit frissonner jusqu'au banc du public. « Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. » Un brouhaha s'éleva. Le président tapa du marteau, mais la salle était déjà en ébullition. Des cris, des pleurs, des protestations. La sœur de Laetitia quitta la salle, effondrée. Giraud serra les poings. Il comprit à cet instant que ce procès ne guérirait rien. Il ne rendrait pas la paix, ni à la famille, ni à la société. Il ne ferait que dresser un mur entre le mal et le reste du monde. Le verdict tomba en fin de journée. Perpétuité, avec une peine de sûreté incompressible. Les mots étaient clairs, nets, définitifs. Mais quand le greffier les prononça, personne ne ressentit de victoire. Seulement un vide immense. Mélon, lui, hocha simplement la tête. Il se leva, tourna le dos et sortit entouré de gendarmes. On aurait dit qu'il partait vers une promenade. Le soir, Giraud rentra seul à son hôtel. Il s'assit sur le lit, ôta sa veste, resta là, immobile. Sur la table, le dossier de l'affaire, ouvert à la page du jugement. Il prit un stylo, écrivit lentement dans la marge. La justice a parlé, mais la vérité, elle, reste muette. Puis il referma le dossier, comme on ferme un livre qu'on n'a pas envie de relire. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Nantes. Les lumières des phares se reflétaient sur le bitume humide. Et quelque part, dans une cellule anonyme, Tony Mélon fixait le plafond, un sourire effleurant ses lèvres. Il venait d'être condamné, mais dans sa tête, il restait libre. Libre de son silence, libre de son secret. Les semaines qui suivirent le verdict eurent un goût de cendre. Le pays tout entier semblait engourdi, incapable de tourner la page. Les journaux avaient cessé d'en faire leur une, mais l'affaire Mélon restait suspendue dans l'air, comme une ombre. À Pornic, la mer reprenait son rythme, les touristes revenaient peu à peu, les volets se rouvraient. Pourtant, derrière les sourires forcés, quelque chose s'était fissuré. Le village n'était plus tout à fait le même. La place du marché semblait plus silencieuse, les regards plus méfiants, les rires plus rares. Laetitia, désormais, appartenait à la mémoire collective. Une photo jaunie dans un cadre, une histoire qu'on chuchote encore le soir, quand le vent souffle trop fort. Le capitaine Giraud, lui, avait demandé sa mutation. Trop de visages, trop de nuits sans sommeil, trop de questions sans réponse. Il quitta la gendarmerie de Pornic au début du printemps, laissant derrière lui un bureau vide, un dossier clos et un passé qui refusait de l'être. Il s'installa à Rennes, dans un appartement impersonnel, loin de la mer, loin des cris. Chaque matin, il parcourait les journaux sans vraiment les lire.
Les titres défilaient, les drames se succédaient, les noms changeaient. Rien ne semblait changer pourtant. Toujours les mêmes visages brisés, les mêmes promesses de réforme, les mêmes silences. Un jour, il reçut une lettre. L'écriture était fine, appliquée, aucune signature. À l'intérieur, une simple phrase. Vous étiez le seul à essayer de comprendre. Il resta longtemps à la relire, sans savoir de qui elle venait. Était-ce un membre de la famille, une inconnue, un simple lecteur d'articles? Peu importait. Cette phrase résonnait en lui comme un écho. Essayer de comprendre. C'était tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il pouvait faire. Mais à quel prix? Pendant ce temps, en prison, Tony Mellon s'enfonçait dans sa propre légende. Les gardiens parlaient de lui à voix basse, certains le craignaient, d'autres le méprisaient. Il ne parlait presque jamais, ne participait pas aux activités. Il restait des heures entières assis sur sa couchette, le regard perdu dans le vide. Parfois, il griffonnait des mots sur des feuilles qu'il finissait toujours par brûler dans la cuvette des toilettes. Quand un psychologue tenta de le rencontrer, il refusa. « Vous voulez quoi? Que je vous dise que je regrette? C'est pas vrai. » Le ton était calme, presque doux, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'abîmé, d'insondable. Les années passèrent. Le temps, dans les prisons, est une matière étrange. Il s'étire, se tord, se répète. Pour Mellon, chaque jour ressemblait au précédent. Parfois, il rêvait de la mer. Pas de liberté, non. La mer en colère, celle qui gronde la nuit, celle qui engloutit. C'était la seule chose qui lui manquait, ce bruit du monde qui ne l'attendait plus. À l'extérieur, le nom de Laetitia devint un symbole. Le gouvernement lança une série de réformes, parla de suivi psychologique, de contrôle renforcé, de protection des victimes potentielles, des mots, des promesses. Dans les couloirs du ministère, Giraud fut convoqué un jour pour donner son avis. Il entra dans une salle pleine de visages nouveaux, des jeunes conseillers qui prenaient des notes sur des tablettes. « Capitaine, selon vous, que faut-il changer ?» demanda l'un d'eux. Giraud prit une inspiration lente. Ce qu'il faut changer, c'est la façon dont on regarde ces hommes avant qu'ils passent à l'acte. On les libère sans les comprendre, on les surveille sans les écouter. Et quand ils tuent, on se dit que personne n'aurait pu le prévoir. C'est faux, on ne veut juste pas voir. Le jeune homme nota quelque chose, hocha la tête, puis passa à une autre question. Giraud comprit qu'une fois de plus, rien ne changerait. Les réformes, comme les marées, viendraient et repartiraient, laissant derrière elles le même sable, les mêmes cicatrices. Un soir, de retour chez lui, Giraud reçut un appel inattendu. Une voix féminine, tremblante. « Capitaine Giraud, c'est Clotilde, la sœur de Laetitia. » Un silence. « Je voulais juste vous dire merci, pas pour avoir arrêté ce monstre, mais pour avoir essayé d'écouter. Vous étiez le seul à le faire sans haine. » Il ne sut quoi répondre. Les mots lui manquaient. Elle ajouta d'une voix brisée. « J'ai longtemps cru qu'il fallait le haïr pour survivre. Mais plus le temps passe, plus je me dis que la haine, c'est encore lui donner du pouvoir. Alors j'essaie d'oublier. » Après l'appel, Giraud resta dans le noir, les mains jointes, le regard perdu dans la fenêtre. Dehors, la pluie tombait en fines larmes sur la vitre. Il pensa à Mellon, à Laetitia, à tous les visages croisés au fil des ans, et il comprit que le vrai poids de ses affaires, ce n'était pas la mort, ni la violence, ni même la peur. C'était le silence qu'elle laissait derrière elle, ce silence qui ne partait jamais vraiment. À la prison, un matin d'hiver, Mellon se leva plus tôt que d'habitude. Il demanda à voir le directeur. « Je veux parler », dit-il simplement. On le fit asseoir dans une petite salle vide. Le directeur arriva, méfiant. « Parler de quoi, Mellon ?»« De moi, de ce que j'ai fait, de pourquoi. » Le directeur, surpris, hocha la tête. Un psychologue fut convoqué. Mellon commença à raconter, mais pas comme on s'attendait à l'entendre. Il parlait d'enfance, de solitude, de nuits sans sommeil, d'une rage sourde qui grandissait sans jamais éclater. Il parlait de sa peur, de lui-même. « Vous savez ce que c'est, d'avoir peur de soi ?» lança-t-il à la fin. « D'avoir peur de ce que vos mains peuvent faire ?» Le psychologue ne répondit pas. Il nota simplement « premier signe de lucidité ». Mais était-ce vraiment cela? Ou juste une autre façon pour Mellon de contrôler le récit? Dans son appartement, Giraud reçut une copie du rapport. Il le lut en silence une fois, 2 fois, puis il déchira les pages et les jeta dans la cheminée. Certains monstres, pensa-t-il, ne cherchent pas la rédemption. Ils cherchent à exister. Et pourtant, quelque part dans la flamme qui dévorait le papier, il crut entrevoir une étrange lueur. Celle d'un homme qui, pour la première fois, osait regarder son propre abîme. Le froid avait recommencé à tomber sur la Loire. Un de ces froids qui mordent la peau et font trembler les vitres des maisons endormies.
Dans la cellule étroite de la maison d'arrêt de Nantes, Tony Mélon tournait en rond, encore et encore, traçant des cercles invisibles sur le béton usé. Le néon clignotait par intermittence, projetant des ombres sur son visage amaigri. Depuis son arrestation, il ne parlait plus beaucoup. Les premiers jours, il avait joué les insolents, riant au nez des gendarmes, balançant des phrases provocatrices, mais plus le temps passait, plus ses mots s'étaient éteints, avalés par un silence qui pesait autant que le plomb. Dehors, les médias s'étaient emparés de l'affaire. Les visages d'anciens voisins défilaient à la télévision, racontant chacun une version de Tony. Certains le décrivaient comme un type sans histoire, un peu étrange, toujours dans son coin. D'autres, plus lucides, disaient qu'ils avaient senti chez lui quelque chose de mauvais, une tension dans le regard, une manière de fixer les gens un peu trop longtemps. Mais personne n'avait imaginé jusqu'où il pouvait aller. Les parents de Laetitia, eux, se terraient dans un silence de pierre. La mère, brisée, avait quitté Pornic, incapable de supporter le regard des habitants. Le père, lui, hantait le cimetière presque chaque jour, déposant des fleurs sur une tombe vide. Car malgré les recherches, le corps de Laetitia n'avait jamais été retrouvé en entier. C'était comme si la mère elle-même avait refusé de tout rendre. Dans la salle d'audience, quelques semaines plus tard, un murmure parcourut la salle lorsque Tony entra. Il portait un sweat gris, la tête rasée, les mains menottées dans le dos. Il leva un instant les yeux vers la foule. Pas un mot, pas une émotion. Seulement ce calme glacial, cette absence. L'avocate de la défense, une femme au regard dur, savait qu'elle jouait un rôle impossible. Comment défendre un homme qui, même dans sa propre vérité, se peignait en monstre? Pourtant, elle s'y employa. Elle parla de son enfance chaotique, de l'abandon, de la violence, de la prison qui déforme les âmes. Elle rappela que personne ne naît prédateur, que certains le deviennent par défaut d'amour, par défaut de repères. Mais les mots tombaient à plat, comme des feuilles mortes sur un sol froid. Dans les premiers rangs, la sœur jumelle de Laetitia, Jessica, la fixait sans ciller. Son regard transperçait la salle entière. Elle n'avait jamais crié, jamais pleuré devant les caméras. Elle avait simplement dit, le jour de l'arrestation, « Je veux comprendre pourquoi ». Depuis, elle attendait. Ce jour-là, elle croyait qu'elle aurait enfin sa réponse. Mais quand le président demanda à Tony s'il regrettait, il répondit d'une voix lente. « Je ne sais pas, c'est venu comme ça. » Comme si quelque chose avait éclaté dans ma tête. Un murmure d'horreur parcourut la salle. La mère de Laetitia se leva brusquement et quitta le tribunal, soutenue par deux proches. Jessica, elle, resta, les yeux dans ceux de Tony. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Elle ne vit pas un démon, ni même un fou. Elle vit un vide, un gouffre immense, insondable. Et c'est ce vide-là, plus que le crime lui-même, qui lui fit comprendre qu'il n'y aurait jamais de réponse. Les semaines suivantes, les journaux débordèrent de débats sur la récidive, sur la responsabilité de l'État, sur la question de la réhabilitation possible d'un homme qui avait déjà purgé plusieurs peines pour violence. Certains politiciens s'en emparèrent, faisant de l'affaire un symbole de l'échec judiciaire. Mais au fond, derrière tout ce bruit, il restait une vérité plus intime, plus dérangeante. La banalité du mal. Tony Mélon n'était ni un génie criminel, ni un monstre surnaturel. Il était un homme ordinaire, cabossé, abîmé, que la société avait perdu de vue, puis qui avait explosé au hasard d'une nuit. Un prédateur né de l'indifférence, de la colère accumulée, du vide. Dans sa cellule, il griffonnait parfois sur des morceaux de papier, des phrases incohérentes, des dessins d'yeux, de visages, de portes qui ne s'ouvrent pas. Le surveillant les jetait à la poubelle sans les lire. Parfois, la nuit, on l'entendait murmurer des prénoms. On ne savait pas s'il priait, s'il délirait ou s'il se souvenait. Le psychologue de la prison nota dans son rapport « Le sujet alterne entre le mutisme et les phases de logorée. Il parle souvent d'une silhouette féminine qu'il observe. Était-ce le remords ou bien la folie qui le guettait enfin ?» À Pornic, la vie reprit doucement. Les touristes revinrent, les enfants rejouèrent sur les quais, les habitants évitèrent d'évoquer le drame. Mais certains soirs, quand la brume montait de la mer, on disait encore sentir la peur dans l'air. Laetitia n'était plus là, mais son absence pesait sur la ville comme un secret collectif. Jessica, elle, s'était éloignée, avait tenté de reconstruire. Un jour, elle reçut une lettre anonyme, postée depuis Nantes. Une simple feuille, pliée en deux. À l'intérieur, un mot. Pardon. Aucune signature, aucune certitude.
Mais le timbre, la date, tout semblait pointer vers la prison. Elle brûla la lettre sans la lire davantage. Ce soir-là, pour la première fois, elle rêva de sa sœur non pas dans la peur, mais dans la lumière. Dans le rêve, Laetitia marchait le long du port, souriait, libre. Et peut-être que c'était ça, au fond, la seule réponse possible. Le mal avait eu son visage, mais il ne pouvait pas effacer celui de la vie. L'aube se levait sur Nantes, lente et pâle, lavant la ville d'un silence métallique. La maison d'arrêt se découpait sur le ciel comme une forteresse d'un autre temps. Derrière ses murs, Tony Mellon ouvrit les yeux. Ce jour-là, quelque chose dans l'air semblait différent. Peut-être était-ce ce calme avant les transferts, ce frisson suspendu entre deux bruits de clés, deux portes qui claquent. Il s'assit sur sa couchette, la tête entre les mains. Les années passées ici avaient effacé la notion du temps. Les jours se fondaient, identiques, ternes. Parfois, il se disait que la prison n'était pas la punition, mais la conséquence logique d'une vie menée dans l'ombre. On ne naît pas monstre. Il l'avait entendu, il ne savait plus où. Mais il sentait qu'on le devenait quand plus personne ne regarde, quand l'enfance se délite dans les cris et que plus rien n'a de sens. Le procès avait laissé derrière lui une fatigue collective. Le pays tout entier avait débattu, hurlé, cherché un coupable au-delà du coupable. L'État, la justice, la prison, la rue, tout le monde portait une part de responsabilité. Mais dans le fond, ce n'était pas la faute d'un système, c'était celle d'un homme. Et cet homme, c'était lui. Le silence le suivait partout, pas celui des nuits calmes, mais un silence lourd, qui colle à la peau, qui empêche de respirer. Parfois, il se levait en sursaut, croyant entendre une voix féminine l'appeler. Laetitia. Ce prénom tournait dans sa tête comme une chanson inachevée. Il essayait de se souvenir de son visage, mais ce souvenir se brouillait, se déformait, se mélangeait à d'autres visages, à d'autres ombres. Il ne savait plus ce qui était réel.